Recouvert du drapeau national et de l'écharpe présidentielle, le cercueil de Jovenel Moïse est exposé à Cap-Haïtien. Des coups de feu, des routes bloquées, des barricades incendiées. Au Cap-Haïtien, les funérailles privées du président assassiné font monter la tension. Les partisans du président Jovenel Moïse réclament justice, perturbent les cérémonies d'hommage et menacent de faire plus. Haïti sombre toujours plus profondément dans la crise. Le 7 juillet dernier, le président de la République, Jovenel Moïse, était assassiné dans son palais présidentiel par un commando armé dont on sait encore bien peu de choses. La communauté internationale n'a pas tardé à mettre son grain de sel en soutenant la formation d'un nouveau gouvernement nommé le 20 juillet dernier. Dans le même temps, des rumeurs d'intervention américaine se sont beaucoup faites entendre. Selon l'agence Reuters, Washington aura déjà nommé un envoyé spécial, Daniel Foote, chargé de travailler avec l'ambassade des États-Unis et les partenaires haïtiens pour, je cite, « faciliter la paix à long terme et soutenir les efforts visant à organiser des élections libres et équitables ». Faut-il voir cette aide, ou ingérence pour certains, d'un bon œil? Dans quel contexte intervient cet attentat? À quel point la crise politique, économique et sociale est profonde en Haïti? J'accueille Jean-Marie Théodat, maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne et spécialiste d'Haïti, afin de nous éclairer sur la situation. Dans la nuit du 6 au 7, assassinat du président Jovenel Moïse, ce qui est un événement, je ne dirais pas inédit dans l'histoire d'Haïti. Nous sommes entrés d'emblée dans l'histoire par l'assassinat du père de l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines, à peine 2 ans après l'indépendance. Mais cela faisait quand même un siècle que cela ne s'était plus vu dans les annales de la République. Les premiers éléments de l'enquête menée par le FBI laissent penser qu'il y a des ramifications entre des anciens militaires colombiens et un organisme de recrutement de ces anciens militaires, non seulement latino-américains, mais également américains, haïtiens, c'est-à-dire une sorte de pot-pourri des chiens de guerre des Amériques qui, après leur service dans l'armée régulière, louent leurs bras, leurs armes, leur savoir-faire à des causes privées. Et c'est probablement le biais par lequel le président a été assassiné, puisque par les révélations de la police colombienne et de l'organe de presse colombien Caracol, tout converge vers un tissu de relations allant de la Colombie à la Floride, vers Haïti, en passant par la République dominicaine. Le pays ne peut plus s'enfoncer dans cette histoire de violence. Nous avons besoin de l'ordre, de la discipline pour mettre ce pays sur la route du progrès. Jovenel Moïse est arrivé au pouvoir comme par miracle, au sens que ce n'était pas un professionnel de la politique, ce n'est pas non plus quelqu'un qui avait un charisme qui le destinait non plus à la chose publique. C'est ce qu'on pourrait appeler la légende dorée. La légende du fils de paysan parti de rien qui arrive au sommet de l'État. Quand on voit aujourd'hui comment, lors de ces funérailles, la population du Nord, et probablement toute opinion politique confondue, a réagi à cet assassinat, on peut dire que cette légende dorée laissera des traces. Et certains le présentent déjà comme l'avatar de Dessalines, l'homme du Nord assassiné dans l'Ouest par un acte de traîtrise, par ceux-là même qui étaient censés le protéger. C'est probablement pour cela aussi qu'il a été choisi. Lorsque, en 2015, il est devenu le favori du PHTK, le Parti haïtien Tête-Calais, qui était à l'époque au pouvoir, dans une sorte de manœuvre pour chauffer la place en attendant le retour de l'ancien président. Le scénario était tellement grossier que ça ne pouvait que aboutir à un échec. C'est-à-dire contester à sa première élection en 2015. Il a fallu refaire des élections en 2016, des élections qu'il gagne dès le premier tour, dans des conditions qui ne sont pas non plus très claires, parce que le taux de participation n'excède pas 20%. Dans un contexte de violence, dans un contexte de déconfiture économique, politique et sociale, qui font que la légitimité de ce pouvoir était déjà contestable dès l'instant de sa première élection. Haïti a un nouveau Premier ministre, un homme expérimenté, déjà plusieurs fois ministre. Ariel Henry a 71 ans. Le président Jovenel Moïse l'avait nommé juste avant d'être assassiné le 7 juillet dernier. Dans la mesure où Ariel Henry a été nommé par le défunt président Jovenel Moïse 2 jours avant son assassinat, dans un contexte
de discrédit de tout son gouvernement et de toute son équipe, ce Premier ministre apparaît comme une solution mal choisie, au sens que il ne représente pas véritablement ce que l'opposition déclarée attendait. Quand je dis opposition déclarée, j'entends à la fois la société civile, qui se mobilise depuis plusieurs années, ni le mouvement des femmes, qui est pourtant très important et qui a payé un lourd tribut dans la résistance à ce gouvernement, ni les grands partis qui sont quand même institutionnellement installés. Ariel Henry, aussitôt installé dans son nouveau poste, a reconduit la plupart des anciens ministres au même portefeuille. À commencer par le premier d'entre eux, Claude Joseph, dont la gestion de la crise est plus contestable. Donc, il y a dans ce gouvernement des éléments de pesanteur par rapport à l'ancien régime qui ne peuvent que l'empêcher d'avancer. 4 jours après l'assassinat du président, les autorités ont lancé un appel à l'aide aux États-Unis et à l'ONU. Elles demandent notamment l'envoi de troupes pour sécuriser les lieux stratégiques et éviter ainsi que le pays ne plonge davantage dans le chaos. Je pense qu'il faut envisager une transition que je ne vois pas comme la mise sous tutelle du pays, comme les membres du gouvernement semblent l'avoir souhaité aussitôt connu l'assassinat du président, ce qui semble une sorte de trahison finalement de leur fonction symbolique. On n'a pas le droit de faire appel à une force étrangère pour assumer les fonctions régaliennes d'un pays dont on a la responsabilité sacrée. Si l'ingérence américaine dans les affaires haïtiennes était une bonne nouvelle, il y a longtemps qu'on le saurait. Ce pays, depuis l'occupation de 1915, vit dans un état, je ne dirais pas de suggestion directe, mais indirecte. Au sens que nous avons tous les inconvénients d'un pays dépendant et tous les inconvénients également d'un pays solitaire. Ici, nous n'avons ni l'aisance matérielle d'un territoire véritablement dépendant, statutairement non, récipiendaire d'une certaine solidarité territoriale, comme le sont les départements français d'Amérique. Mais nous n'avons pas non plus la liberté de défendre par nous-mêmes la souveraineté nationale, de sorte que Haïti se retrouve dans une situation de double dépendance. Haïti vit de ce que l'on appelle l'aide publique au développement, qui représente plus de 60% du budget de l'État, mais qui, dans le budget des États correspondants, ne représente même pas des queues de cerises. Et avec ce peu d'argent, ces pays tutélaires, et il n'y a pas que les États-Unis, la France, l'Union européenne, la Belgique et tant d'autres, peuvent avoir non seulement un droit de regard, mais un droit de parole dans les affaires de ces pays-là. La pauvreté met en danger la dignité des territoires, la dignité des peuples, qui se retrouvent dans une spirale de la dépendance où les affaires publiques sont décidées de l'extérieur. L'importance d'Haïti, médiatiquement parlant, est en partie liée au fait que l'histoire d'Haïti fait partie de l'histoire de la France. Haïti offre à la France le miroir inverse de ses propres erreurs, à la fois l'esclavage, la colonisation, l'indemnité imposée au pays en 1825 pour reconnaître son indépendance, indemnité de plus de 160 millions de francs qui vont pendant plus de 60 ans plomber le décollage économique du pays. Donc la France n'est pas innocente dans tout cela, parce que la réalité d'Haïti, malheureusement, n'est pas exceptionnelle. Ce qui est exceptionnel en Haïti, c'est que dès l'indépendance, ce pays n'a jamais véritablement réussi à construire un État qui définisse un projet de société partagé par la majorité de la population. C'est à partir, probablement, de l'occupation américaine et de la relance de l'économie de plantation et surtout de la mise en place d'une oligarchie dont les intérêts avec les États-Unis étaient beaucoup plus étroits que les liens avec le pays lui-même, que probablement la tragédie a commencé. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est l'ultime soubresaut d'un État que l'on a déconstruit, secteur par secteur, et
que l'on a en quelque sorte exportés à l'étranger, aujourd'hui, 85% des diplômés haïtiens, au-delà d'un master, vivent et travaillent à l'étranger. Normalement, c'est l'inverse. Cela veut dire que le pays travaille pour nourrir les universités américaines, canadiennes, accessoirement françaises, d'étudiants qui deviendront des professionnels, qui ne reviendront jamais au pays. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui va arriver. Il ne va absolument rien arriver si tous ces éléments, tous ces facteurs de la déconstruction de l'État ne sont pas à un moment donné, on va dire, considérés dans un sens favorable. Il faudrait que le pays retienne ses enfants. Et les retenir, cela veut dire offrir aux plus jeunes, aux plus diplômés, des perspectives d'emploi, des perspectives de création d'entreprises, les mêmes qui se présentent à eux lorsqu'ils vont à l'étranger et pour lesquels ils se présentent souvent comme de très très bons candidats.